Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 novembre 2018 et il est bientôt 17 h. Alors je souhaite aujourd'hui évoquer la question du changement. Parfois pour comprendre certains événements d'actualité, surtout quand ils ont une gravité telle que celle qu'on connaît aujourd'hui, autour du mouvement des Gilets jaunes, qui est un véritable mouvement d'insurrection, eh bien, il faut parfois revenir un petit peu en arrière. Et tous les citoyens ont souvenir du discours de François Hollande, du candidat François Hollande en 2012, qui était ponctué de ce propos très fort, le changement, c'est maintenant. La classe politique, enfin tout au moins les cadres socialistes, y avaient associé une gestuelle. Et cette gestuelle avait un côté un peu comique, bizarre, et sur le moment, au-delà de cette espèce de geste mnémonique, bien, on n'allait pas chercher plus loin. Bon, il s'agissait de ce mouvement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà, donc, il faut regarder peut-être ça d'un petit peu plus près et puis s'amuser un petit peu à voir qu'est-ce que tout cela pourrait signifier, si tant est que ça signifie quelque chose. Alors on peut pour chercher un peu les choses, on peut regarder cette gestuelle et l'analyser comme un double mouvement. Un mouvement de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Et se poser la question de savoir de quel changement il pourrait s'agir. On sait que le président François Mitterrand avait une trajectoire politique un peu disons, tortueuse. Il avait effectivement été le président socialiste pendant 14 ans, mais que sa trajectoire laissait à penser qu'en fait, pour lui, la droite et la gauche n'étaient pas quelque chose d'absolument prégnant et d'absolument contraignant. Il avait une histoire personnelle, pas seulement, et de ce point de vue-là, eh bien, sa feuille de route, était quand même de se débarrasser du Parti communiste, et puis des organisations qui tournaient autour. Alors, il a parfaitement rempli cet engagement qu'il avait pu éventuellement assurer. Il avait pu assurer, disons, s'engager auprès de puissances diverses et variées, de différents lobbies, de différents acteurs, et donc cet engagement de se débarrasser du Parti communiste, il avait tout à fait assumé cette mission. Alors, ce qui est effectivement aujourd'hui intéressant en relation avec le discours de François Hollande, du candidat donc de 2012, un candidat socialiste, eh bien, c'est que la gauche va éventuellement vers la droite, ou l'extrême droite, ou l'hyper-droite, l'ultra-droite, et puis la droite, il faut qu'elle suive un chemin inverse, si on veut garder un peu d'équilibre. En fait, le but de tout ça, c'est de complètement désorienter les électeurs. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout ce que signifie, par exemple, la gauche, telle qu'on l'entendait il y a quelques décennies. Le Parti socialiste est très prolophobe et toute la classe politique méprise le peuple de manière explicite. Ils sont au-dessus de la mêlée, ils sont au-dessus des moutons, puisque leur mission est de garder les moutons, justement, et donc ils éprouvent un grand mépris vis-à-vis du peuple. Je ne supporte pas trop ces catégories, ces classes sociales dont j'ai parlé récemment. Et donc, cette prolophobie donne aux notions de gauche et de droite, disons, un caractère extrêmement flou. On ne sait plus tellement où on en est de ce point de vue. Alors,
Évidemment, on peut s'amuser à regarder à nouveau cette gestuelle, hein, le changement, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que ça peut bien recéler éventuellement? Alors, on peut s'amuser, on peut chercher les choses. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mitterrand, qui avait navigué au mieux, n'avait pas eu d'ennui à la fin de cette période trouble, et le général de Gaulle était parvenu à épargner à la France un sort très funeste. Les Anglo-Américains, qu'on appelle aussi les Alliés, avaient un projet qui était celui d'occuper la France, comme ils ont occupé l'Allemagne, le Japon. Bon. Et ce projet, qui visait d'ailleurs davantage les colonies françaises, hein, enfin, ils avaient l'idée d'occuper la France, d'y imposer une monnaie dont ils auraient eu le total contrôle, d'imposer des hommes à eux, ou peut-être, qui sait, certains qui avaient eu des positions sous le régime de Vichy se seraient trouvés à nouveau en selle. Bon, ça, c'était quelque chose qui n'était pas explicité, mais ce projet avait pour nom AMGOT. Alors, AMGOT, c'est Allied Military Government of Occupied Territories. Mais quand vous êtes avec une gestuelle de droite et de gauche, vous avez l'idée de le mettre en verlan. Hein, pourquoi pas? Eh bien, en verlan, ça fait Goddam. Goddam, c'est un juron qui veut dire nom de Dieu. C'est un blasphème. Et donc, le fait que le projet d'AMGOT soit torpillé par le général de Gaulle peut être considéré comme, disons, à l'origine, chez les Anglo-Américains, chez les Alliés, donc d'un juron, d'un très grand agacement, qui les amène à dire nom de Dieu, donc ce qui est un blasphème. Chez eux, le fait religieux, c'est pas de la rigolade. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Les Anglo-Américains sont des gens très pieux, tout au moins dans la communication. Et à partir de là, eh bien, on peut, à partir de ce verlan sur AMGOT, on peut s'amuser à y voir un juron. Le général de Gaulle donc, avait torpillé complètement le projet anglo-américain d'occupation de la France par les Alliés. Et donc, il y avait effectivement une idée qui est restée. Bon, le projet d'AMGOT a échoué, mais il y avait quand même l'idée, et l'idée est restée, elle est toujours là aujourd'hui, hein, c'est différentes organisations comme l'Union européenne, l'OTAN, effectivement, peuvent, disons, donner corps à ce vieux projet d'occupation. Maintenant, on peut dire que l'Empire anglo-américain nous domine, hein, nous et d'autres, l'Union européenne n'étant qu'un appendice de l'OTAN, et l'OTAN n'étant qu'un moyen d'exercer la gouvernance états-unienne sur les pays concernés. Alors là aussi, on peut regarder le sigle de l'OTAN. Hein, alors, qu'est-ce que c'est? NATO, OTAN. Vous voyez, alors il y en a un qui est en verlan, vous voyez. Et donc, si vous faites la gestuelle comme ça fait NATO, NATO, et si vous la faites comme ça fait OTAN, OTAN. Vous voyez, bon, ça va pas très loin, mais ça a peut-être quand même une forme de sens, parce que le fait d'avoir gardé les deux sigles, alors qu'en réalité, la langue française, ou disons en dehors de l'anglo-américain, il n'y a pas besoin d'insérer d'autres sigles, et bien le fait d'avoir conservé ces deux sigles, et quelque part peut-être porteur du sens de cet échec de l'AMGOT en 1945. Bon, je vais chercher des trucs bizarres, mais bon, c'est un peu dans mon style. Alors, il y a un autre truc tout aussi bizarre, mais qui, là aussi, peut amener à réfléchir un petit peu, hein, si vous avez le goût, vous êtes complotiste, ou si vous avez le goût de la réflexion un peu tous azimuts, vous avez la flèche du temps. La flèche du temps, parce qu'on s'interroge, la notion de changement s'inscrit dans la durée. Un changement, c'est un processus
qui s'inscrit dans une évolution des sociétés humaines qui prend un certain temps. Et donc ici, vous avez la flèche du temps, et pour les sociétés humaines, eh bien, cette avancée le long de la flèche du temps marque le progrès. Hein, on va par exemple de la barbarie à la liberté, choses comme ça. Oui, bon. Il y a en physique un théorème, en mathématiques, chez la physique mathématique, le théorème de Noether. Alors ce théorème de Noether, ben, ça nous dit que s'il y a justement un temps qui s'écoule de manière linéaire, une invariance comme on dit par translation du temps, eh bien on a conservation de l'énergie. Alors ça c'est intéressant parce que justement il y a le pic pétrolier actuellement, et puis bon la question de l'énergie est directement soulevée par, d'une part, l'écologie, hein, une idéologie sur laquelle on aura l'occasion de revenir, et puis ce pic pétrolier, la hausse du prix du carburant à la pompe, enfin toutes sortes d'orientations qui signalent que justement il se passe quelque chose en ce qui concerne l'énergie. Alors s'il se passe quelque chose en ce qui concerne l'énergie, si on applique le théorème de Noether de façon un peu comique, mais pas tant, eh bien on s'aperçoit que cette flèche du temps est interrompue, elle s'interrompt. Et là on retrouve justement la gestuelle. Vous voyez, le changement c'est maintenant, il y a la flèche du temps, on va vers le progrès, et puis il y a quelque chose, le pic pétrolier qui bloque ce progrès. Ça arrange beaucoup de gens de bloquer le progrès, parce que l'émancipation, la flèche de l'émancipation, hein, la flèche du progrès humain, est interrompue dans son vol. Et cette interruption, paf, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, vient dans le sens contraire quelque chose de très désagréable, c'est-à-dire une intervention bon, qui peut on a quand même, il n'y a pas longtemps, hein, c'était le 14 novembre, le président Emmanuel Macron est allé passer un moment sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors Charles de Gaulle, ça évoque justement cette fameuse période de l'Amgot. Alors le porte-avions est une arme qui est d'ores et déjà obsolète compte tenu des avancées techniques qui ont été accomplies dans le domaine des missiles. C'est une arme qui reste très utile dans les guerres asymétriques, les guerres de lâches, que les États-Unis, le Pentagone, apprécient particulièrement. Par exemple, ils ont pu détruire l'Irak sans trop de soucis, hein, avec une supériorité absolument extraordinaire. Par contre, dans le cadre d'une guerre symétrique, les porte-avions sont moins utiles. Hein. Donc le fait d'en mettre un en chantier, bon, c'est pas mal parce que ça fournit des activités en France, mais bon, le fait de mettre en chantier un deuxième porte-avions, le porte-avions Charles de Gaulle, c'est vrai, est un petit peu en fin de vie, mais donc le fait un chantier 6-7 milliards d'euros, bon, tout ça, c'est peut-être une utilisation des finances qui pourrait être améliorée si on se situait dans le cadre d'une guerre symétrique. Mais là, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'en fait, ce porte-avions pourrait servir à détruire telle ou telle région du monde. Alors, évidemment, tout cela nous amène à une vision assez pessimiste et assez morose de l'avenir. Mais revenons un petit peu à cette histoire de crise de l'énergie, du pic pétrolier plus précisément. On voit que la flèche de l'émancipation, la flèche du progrès humain est interrompue. Et on peut imaginer qu'elle tombe vers le temps immobile. Le temps immobile, ben, c'est justement la fin de cette course vers le progrès, la démocratie, l'émancipation, le mieux-être, etc. Cette course est interrompue. Et le temps immobile, en général, c'est associé à la théocratie. Quand on sait que, bon, il y a un certain nombre de pays qui se trouvent avoir des sous-sols très riches en hydrocarbures, que ces pays sont en même temps des théocraties particulièrement rétrogrades, où la flèche du temps de l'émancipation a été totalement interrompue, on se dit que tiens, ce qui nous attend comme avenir n'est peut-être pas très agréable, hein, parce que le temps immobile, bien sûr, hein, ce qu'on appelle le progrès dans le capitalisme, ça pose bien des problèmes, bien sûr, mais
le temps immobile, la théocratie, c'est quelque chose qui est de nature à nous inquiéter. Donc, si cette vidéo a pu vous distraire, parce qu'il y a un côté un peu ludique hein, dans ces délires qui sont les miens autour de cette gestuelle socialiste de 2012, je pense que l'actualité, l'insurrection des Gilets jaunes, c'est en fait l'insurrection des dominés, c'est-à-dire pratiquement tout le monde dans ce système, comme je l'ai montré il y a quelques 2 jours, 3 jours, dans une vidéo sur la classe moyenne. Bon, il y a quand même, dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, matière à s'inquiéter. Et disons que dans l'action, il y a un certain nombre de précautions qui s'imposent. Bon, bien sûr, il faut éviter d'envoyer des délégués. Hein. Quand on vous demande, aux Gilets jaunes de désigner des délégués, il faut savoir qu'au cours de la Première Guerre mondiale, il y a eu des mutineries et que, eh bien, l'état-major a décidé de résoudre le problème d'une manière un peu particulière, c'est qu'ils ont demandé aux soldats de désigner un représentant par un groupe de 10, c'est-à-dire qu'ils ont, s'il y avait 100 soldats, on avait 10 délégués, et ils ont dit, voilà, bah, ces délégués, nous allons les entendre, ils vont être écoutés, et puis vos doléances vont être prises en compte, et finalement, les délégués en question, on ne les a jamais revus. Alors bien sûr, ce sont des faits qu'un de mes profs d'histoire, quand j'étais gosse, avait raconté, mais effectivement, c'est des témoignages un peu de bouche à oreille. C'est pas évident que toutes ces choses-là soient documentées de façon précise, mais le bouche à oreille, dans ces cas-là, c'est très important. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut retenir de tout ça, mais ce prof d'histoire me donnait l'impression de bien connaître son affaire. Alors, les Gilets jaunes, si on leur demande de désigner des représentants, des délégués, je pense que les délégués en question prendraient un certain nombre de risques. De même, quand on demande une déclaration de la manifestation, alors bon, c'est bien, mais déclarer une manifestation, quelque part, ça va être associé à la signature d'un document par un responsable. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement délicat. Il faut s'attendre aussi, et ça je pense que c'est un risque bien plus grand, il faut s'attendre à ce que ce mouvement soit infiltré par toutes sortes de provocateurs. Hein. Ils sont disponibles, hein. Il y en a partout, ils sont disponibles, ils sont téléguidés bien sûr. Hein. Alors c'est un peu fâcheux, hein. Ça peut avoir des conséquences très graves. Hein. Donc la prudence, la plus grande prudence s'impose, mais le combat qui est mené aujourd'hui par les Gilets jaunes, dont effectivement on peut apercevoir une généralisation, à la fois quant au champ des revendications, on voit bien que le carburant c'est une chose parmi d'autres, ça j'en ai parlé sur l'énergie il n'y a pas longtemps, et puis en plus sa tendance à se déplacer vers d'autres pays. Alors bon, la crise du capitalisme est devenue tout à fait paroxystique, et ce qui en général aboutit au fascisme. Hein. Donc c'est ce qu'il faut craindre, c'est la mise en place d'un système totalitaire. En France, on est particulièrement exposé, bon d'abord parce qu'on a sur le plan géopolitique, on a effectivement une grande importance pour le Pentagone, hein, les Américains, qui sont sur le pont depuis très longtemps face à notre pays. On peut faire remonter ça peut-être à la Révolution française. Les Anglo-Américains ont toujours regardé la France avec beaucoup d'intérêt. Hein. C'est un morceau de territoire qui leur importe beaucoup. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les Français sont un peuple qui est encore susceptible de bouger, comme on le voit. D'autres aussi vont bouger. Maintenant, il faudra évidemment réfléchir à ce qu'il faut faire, parce que là, bon, effectivement, si on reste isolé, le pouvoir compte un peu sur la météo, il fait très froid, il pense que le pourrissement est au bout. Bon,
de toute façon, les problèmes sont là. Le projet de tiers-mondialisation, qui est un projet qui rappelle un peu l'AMGOT, hein, c'est un petit peu la même idée. Ce projet il est toujours en chantier, il n'a pas été le moins du monde abandonné. Et donc, si on veut refuser ce projet pour nos enfants, pour l'humanité entière, parce que c'est une barbarie qui va s'installer si on laisse faire, bah, je pense qu'il faut effectivement lutter de manière très, très ferme, mais prendre un certain nombre de précautions. Mais là, je crois que les gens sur le terrain l'ont parfaitement compris. Alors, je vous remercie de votre attention et je reviendrai vers vous, je pense, sur d'autres sujets. Je pense que ce sujet, malgré sa très grande gravité, j'ai essayé de le rendre un peu ludique. Bon, et, en tout cas, à bientôt. Merci.